Startup sur Global Industries 2020. Le directeur général de la FIM. Bonjour. Pardon, j'ai des problèmes de micro, figurez-vous, Philippe. Donc Philippe Contet, bonjour. On va parler Club Startup. Cette année, sur le village Startup de Global Industries, on a une opération avec le Club Startup FIM-CETIM qui est présent en force et qui vient montrer des offres de start-up destinées aux industriels. Qu'est-ce que le Club Startup ? Votre micro est éteint, me dit-on. Prenez le micro qui est là. On va s'en sortir. 1, 2. Est-ce que celui-là fonctionne ? C'est formidable. Je reprends. Philippe Contet, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le Club Startup FIM-CETIM ? La FIM et le CETIM, il y a environ une bonne année. Mettez votre main. Plus haut la main. Dans la main. Il y a environ une bonne année, désolé, a décidé de favoriser la modernisation des équipements, la modernisation des produits fabriqués par les 3000 entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle mécanicienne. Et pour les aider, elle a décidé de leur mettre à disposition un certain nombre de start-up qui proposaient des produits, des prestations, des services qui permettraient d'améliorer les performances des produits, des sites de production, etc. Et donc, début 2022, FIM et CETIM ont mis en place ce club. Le club réunit aujourd'hui une cinquantaine de start-up qui œuvrent dans différents domaines. Tous ces domaines sont, de près ou de loin, je dirais, rattachés à des activités qui intéressent les entreprises mécaniciennes. Donc on a des activités, je dirais, qui traitent de l'amélioration de la production, la numérisation de la production, de la digitalisation de la production dans les ateliers, d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, de durabilité, de formation, de management du savoir-faire, de géolocalisation, des activités qui permettent, je dirais, aux entreprises mécaniciennes, dans des domaines variés, comme vous venez de le voir, eh bien, de pouvoir, je dirais, soit améliorer leurs propres produits, soit améliorer leur site de production, et donc de franchir un pas vers ce qu'on appelle l'industrie du futur. Oui, on est sur toutes les briques de la transformation des entreprises, finalement. Tout à fait. On accompagne leur transformation durable, comme on dit au CETIM. Comment ça se passe exactement au club FIM-CETIM ? Il y a des rencontres avec ces startups Absolument. Depuis le début de l'année 2022, donc on a organisé 2 réunions, je dirais, avec les startups de manière à mieux se connaître, mieux connaître les productions des startups, mieux connaître leurs prestations, mieux identifier leur mode d'intervention pour être au plus près de ce qu'elles peuvent et de ce qu'elles veulent faire. Et on a organisé une journée mi-décembre, pardon, 2022, dans le style speed dating, donc une rencontre entre les startups volontaires et puis des entreprises mécaniciennes, elles également, je dirais, volontaires pour rencontrer et pour avancer avec certaines de ces startups. Donc ça a été une très belle réunion. D'après les retours qu'on en a eus, on était très satisfaits côté CETIM comme côté FIM. Et donc ce sont des choses que nous remettrons en place dans l'année qui va venir. L'idée qu'on a, c'est effectivement de favoriser les liens entre les entreprises qui veulent innover, qui veulent se moderniser, et puis des solutions en fait qui sont offertes par les start-up. C'est le principe même de notre club. Donc c'est un peu le même esprit ici sur le village startup. Donc si on a un conseil à donner, c'est venez voir les startups. Absolument, vous avez raison. Il y a un certain nombre des startups du club. Alors elles ne sont pas toutes présentes, mais il y en a une bonne partie présente sur une partie spécifique, je dirais, sur le salon. Et on encourage tous les visiteurs, toutes les entreprises, y compris même les exposants, à venir rencontrer ces startups, voire nouer un lien en fait. On ne va pas faire des affaires sur le salon, ce n'est pas l'objet, mais de se connaître, de faire un lien, et puis après, que le business puisse opérer.
Hein, on le répète, hein, venez voir les startups, allez discuter avec elles, allez découvrir leurs offres. Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur le salon, aller les découvrir sur la chaîne YouTube de la FIM, avec des pitchs startups qui sont déjà en ligne, et puis aussi sur la chaîne YouTube du CETIM. Merci beaucoup, Philippe Contet. Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement une des voies qu'on utilise pour faire connaître en fait les activités de ces startups, et on utilise tous nos moyens de communication, que ce soit notre extranet FIM ou l'extranet CETIM, que ce soit les réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est en quelques mots que chacune des startups puisse expliquer, je dirais, les produits, les prestations qu'elles proposent, que les industriels puissent gagner du temps et puissent s'intéresser aux startups qui proposent des sujets qui intéressent ces entreprises. Allez les voir, hein, c'est le mot d'ordre sur le salon. Merci encore. Ok, merci à vous. Au revoir. Retour sur l'heure des startups. Je suis avec Pierre Gauthier-Lebouche. Bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. De Eclore Actuators. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Eclore Actuators? Alors, ce que j'ai dans la main, c'est un soufflet plié. Sa grosse particularité, en fait, c'est sa forme, son motif. Et donc, c'est vraiment le cœur de métier d'Eclore. J'ai créé cette boîte, du coup, en sortie d'école d'ingénieur. Et l'ambition de la société, c'est vraiment d'industrialiser des pliages complexes, donc de ce type-là. Donc c'est vraiment si je dois définir Eclore, notre première mission, c'est fabricant de machines spéciales. Notre particularité, c'est qu'on ne commercialise pas ces machines spéciales, c'est qu'on les exploite en interne et qu'on développe des applications issues de ce procédé industriel. Et après, derrière, on va pousser jusqu'à la commercialisation de ce type de produit. Alors on va rentrer dans le détail. On parle d'origami avec vos produits là, parce que vous parlez de pliage depuis tout à l'heure. Donc ça vient vraiment de l'origami? Donc ça vient vraiment de l'origami. Et en fait, la genèse du projet vient du spatial. J'ai eu la chance de partir 6 mois à Séoul pendant mon cursus universitaire. Et donc là-bas, j'ai été en fait accoutumé à tout ce qui était le pliage pour aller optimiser le poids et l'encombrement des structures envoyées dans l'espace. Et en faisant un peu un état de l'art de ce qu'on retrouvait dans le civil, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'applications utilisant le pliage, alors que c'est un potentiel assez monstrueux pour aller bouleverser la mécanique. Et je me suis dit, j'ai une mission, c'est trouver un procédé industriel permettant d'automatiser ce type de conception de produits. Et alors, d'utiliser les pliages origami pour des soufflets, là typiquement c'est des soufflets de vérin, des soufflets pour des équipements mécaniques. C'est ça. Quel avantage? Donc l'avantage, en fait, on est sur une technologie qui est complètement disruptive par rapport à ce qu'on peut trouver avec la concurrence. Donc les soufflets de la concurrence, c'est des soufflets qui n'ont pas bougé depuis un siècle quasiment. Nous, on est sur une technologie qui est relativement robuste. On peut faire un parallèle un peu avec un exosquelette. Donc on est rigide tout en étant souple pour absorber les chocs. Et la grosse particularité, ça va être les gros taux en fait, de compression. Donc on est beaucoup plus compact que la concurrence, beaucoup plus léger, et en termes de résistance dans le temps, dont on éprouve nos produits jusqu'à 10 millions de cycles avant d'aller commercialiser un produit. Donc, voilà. Les matériaux, c'est quoi? Donc on est sur des matériaux, on est sur des copolymères, c'est un matériau qui nous appartient. On maîtrise vraiment toute la chaîne de valeur, de la matière première jusqu'au produit fini. C'est compliqué, enfin, il y a des sucreries pour produire ce type de composants? Pour produire ce type de composants, autant vous dire que c'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'on ne peut pas aller voir un fabricant de machines et lui demander d'acheter une machine capable de faire ça, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Ou il faut aller nous le demander à nous. Il faudra peut-être réfléchir et discuter 2-3 minutes, mais oui, il y a une grosse barrière à l'entrée en fait. Le process industriel est la barrière à l'entrée. Pour l'instant, vous êtes
en mesure de les produire. Hein. Vous avez une gamme série. C'est ça. Aujourd'hui, on propose notre solution sous forme de gamme. On produit en interne et on a commencé la commercialisation de ce premier type de produit, donc qui est le soufflet de protection à destination des vérins hydrauliques, vérins pneumatiques et vis-à-vis. Pour l'agricole, le BTP et les machines spéciales. Donc c'est un marché qui prend bien à premier abord. J'ai pas trop envie de m'avancer, j'attends de voir la première année de commercialisation. Et on a déjà prévu sortir un deuxième produit, je me permets, qui a vocation en fait du coup des fabricants de machines et des fabricants d'engins robotiques. Et donc ça s'appelle un préhenseur et ça permet d'aller saisir des pièces relativement complexes. Montrez-le devant vous. Non. Devant moi, oui, la caméra est juste là. Donc la grosse particularité, ça va être la flexibilité en fait, de l'actionneur pour aller s'adapter à des surfaces qui sont courbes. Et toujours pareil, donc très compact, léger. Donc là on est sur une version aluminium mais on a aussi une version plastique très très légère. Alors, donc on le voit, hein, on part sur des soufflets de vérin qui sont plutôt linéaires. On va maintenant sur des solutions qui sont plus flexibles et la gamme va s'élargir autant que possible. Et si vous trouvez un partenaire pour de l'industrialisation, vous êtes heureux sur le salon. Pas forcément sur l'industrialisation parce qu'on l'internalise, mais pourquoi pas, on est toujours ouvert aux discussions. Et aux amateurs, hein, foncez sur le stand de Eclair Actuators pour aller voir ce qu'ils font et puis travailler avec eux. Si vous êtes intéressé, vous voulez discuter, on est au stand 2M21, c'est avec plaisir. Merci à vous Pierre. Merci. Bouge pas. Toujours l'heure des startups sur Global Industrie 2023. Je suis avec Victor Boget de la société Ubuntu, une jeune pousse. Bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Alors, la question brûle les lèvres. Qu'est-ce que c'est que Ubuntu ? Alors Ubuntu, on est une société technologique française spécialisée dans la géolocalisation, principalement indoor, pour optimiser les flux opérationnels dans les sites de production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu ? Ça vient d'où ? Le mot Ubuntu, donc il y a une petite histoire derrière. Donc c'est notre fondateur en fait qui était en voyage à Bali, dans la ville qui s'appelle Ubud. Et notre fondateur est un informaticien et donc il adore les systèmes ouverts type Linux, type Ubuntu. Et donc il a combiné Ubud et Ubuntu pour faire Ubuntu. Au moins on s'en rappelle. Exactement. Alors on parlait de géolocalisation. C'est de la géolocalisation indoor ? Oui, alors principalement de la géolocalisation indoor. On commence à faire aussi de la géolocalisation outdoor pour des plutôt cas d'usage autour de la sécurité des travailleurs sur des sites assez vastes. Mais on est vraiment spécialisé depuis plus de 10 ans sur tout ce qui est géolocalisation indoor, des outils, des équipements, des encours de fabrication, des pièces dans les usines. Et alors vous fournissez le matériel, les tags, enfin les antennes, et aussi toute la partie transmission, les passerelles, les choses comme ça. Oui, alors la particularité d'Ubuntu, c'est qu'en fait, on va venir fournir une solution complète de bout en bout qui va venir s'adapter à chaque fois au cas d'usage et à l'environnement en fait, du client. Donc j'ai amené 2 exemples. C'est le premier exemple qui n'est pas une usine, mais qui a des process très lean et très optimisés, qui est McDonald's, la restauration rapide. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment déployer à large échelle. Donc on est déployé dans des milliers de restaurants McDo dans le monde entier et on a fait ça à partir de 2015. Et donc on va venir fournir en fait ces chevalets, on les a designés, on les fait faire et ils sont équipés de petits tags à l'intérieur qui vont communiquer en Bluetooth à des petites antennes qui sont installées dans le restaurant. Et derrière, en fait, on a développé un software qui, à partir de ces communications radio, va calculer des positions en temps réel pour dire au serveur où aller pour livrer le plateau repas. Donc je sais où est mon cornet de frites en temps réel Alors je sais, moi, en tant que serveur, où aller pour gagner du temps pour servir le plateau repas. Et si on fait le parallèle avec une usine, en fait, on se rend compte qu'il y a un temps humain passé à chercher les choses qui est énorme. Et donc c'est pour ça que maintenant on a des tags qui peuvent être tout petits, qu'on peut mettre sur des outils, sur des clés à molette, des tournevis, etc. Et on va pouvoir localiser vraiment tout ce qui va être utile à l'opérateur dans une usine
pour apporter de la valeur et donc pour usiner, pour fabriquer des choses, etc. Pour que son temps soit optimisé et soit revalorisé pour que en fait, il y ait plus de productivité aussi pour l'usine. Le gain principal, c'est quoi? C'est du gain de temps ou bien aussi de ne pas perdre les choses? Enfin, alors, il y a 3 cas d'usage. Donc, j'en ai parlé d'un, c'est la recherche. Donc là, on est typiquement sur du gain de temps et de la revalorisation aussi des opérateurs parce qu'on leur dit, t'es important, au lieu de que tu passes ton temps à chercher les choses, on va t'aider pour passer du temps à plus haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le suivi en fait, de la production en temps réel. Si on est, par exemple, on localise un encours, on va savoir exactement où il est, combien de temps il passe dans chaque zone. Et donc, on va pouvoir monitorer en fait, le flux de production en temps réel avec potentiellement des alertes si jamais il y a un goulot d'étranglement quelque part. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage principal. Et le troisième cas d'usage, ça va être toute l'amélioration continue autour du Lean. Donc à partir du moment où on peut suivre les encours, on peut suivre les outils, les équipements, et on a toutes ces positions et ces alertes dans une base de données, on va pouvoir analyser sur une période donnée. Sur une période donnée, j'ai utilisé tel outil à tel endroit pendant tant de temps, il est allé en maintenance pendant tant de temps, donc son taux d'utilisation est de 80%. Comment je peux l'améliorer ? Complètement, on trace sa vie finalement. Voilà, c'est vraiment un système de traçabilité pour ouvrir en fait les yeux à ce qui se passe réellement dans l'usine en termes de flux et pouvoir faire du correctif et voir en fait au fur et à mesure du temps comment ces flux peuvent être optimisés et améliorés. Vous travaillez avec des grandes entreprises, des petites, très rapidement? Oui, alors principalement des grandes entreprises, donc par exemple Schneider Electric, Safran, CNH, Eliez, etc. Donc c'est souvent des entreprises qui ont des problématiques de flux qui sont assez importantes parce que c'est des gros sites de production avec à la fois donc, ces flux de production à gérer, mais à la fois ces flux logistiques. Et donc en fait... quand on parle à des opérateurs dans ces sites-là, pour eux, la géolocalisation, c'est une évidence et ça les aide. Et en plus, ça peut être déployé sur différents sites, comme ils ont tous différents sites. Donc, on va venir répliquer, un peu comme ce qu'on a fait dans la restauration rapide, des cas d'usage spécifiques pour un client dans différents sites. Donc, c'est le GPS indoor de vos équipements, de vos outils, est entre les mains de Victor. Merci encore à vous. Merci Jean-Sébastien. Et bon salon. Bon salon. Imaginez que demain vous puissiez prédire instantanément et en 3 dimensions les écoulements et la température dans vos équipements. C'est la solution que nous vous proposons. Je suis Edgar Corté, le cofondateur de la société CFD Numérique, un bureau d'ingénierie spécialisé en simulation numérique, mécanique des fluides et optimisation. Nous intervenons en support des PME industrielles et des grands groupes pour les aider à atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique et de performance industrielle. Quel est le déclic? Nous réalisons quotidiennement de nombreuses simulations en 3D. Elles nous permettent de connaître précisément les écoulements et les températures dans un produit ou dans un procédé. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre plusieurs heures pour obtenir un résultat. C'est pourquoi nous avons développé une solution innovante qui nous permet d'allier précision et rapidité. Quelle est notre solution? Simplement, nous utilisons les nombreuses simulations 3D dont nous disposons pour entraîner un réseau de neurones par des techniques d'apprentissage profond. Nous obtenons ainsi un modèle de substitution. Ce modèle qui a les mêmes précisions que les simulations classiques, et c'est là le côté magique de la chose, permet de connaître instantanément les écoulements et la température en 3D. Voici un cas concret. Nous avons entraîné un réseau de neurones pour prédire la température de surface d'une pièce plastique à la sortie du moule. Le modèle de substitution nous permet de trouver très rapidement la position optimale des dispositifs de refroidissement pour limiter les gradients de température dans nos composants. Cette solution est rapide et pertinente d'un point de vue industriel. Nous pouvons adapter cette solution à vos enjeux. L'objectif reste le même, vous aider à optimiser vos procédés et la qualité de vos produits tout en maîtrisant votre consommation d'énergie. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour échanger et nous faire part de vos besoins.
Bonjour à tous, je suis Éléonore Blondeau, cofondatrice et présidente du collectif Startup Industriel France et je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le plateau de GI Channel, sponsorisé par le CETIM au sein de Global Industries qui a lieu cette année en 2023 à Lyon. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien Scandella du CETIM et de Sophie Julien du réseau SAT et de la SAT Pulsalis. Et Julie Voyer, responsable du Salon Global Industrie, va nous rejoindre dans quelques instants afin d'échanger sur le Village Startup, qui est aujourd'hui un événement fort du salon pendant les 4 prochains jours. Donc Sophie et Jean-Sébastien, pourquoi, en tant que CETIM ou réseau SAT, être investi sur ce village? Sophie. Alors, merci Éléonore pour cette invitation et donner l'opportunité de parler de ce que fait le réseau SAT dans la construction des startups industrielles. Alors pour nous, c'est très important d'être présent sur ce salon avec nos startups parce que cela montre un tournant aussi qu'ont pris les SAT d'accompagner le transfert technologique, la création d'activités issues des laboratoires de recherche pour créer des startups industrielles. Et quand on parle de startups industrielles, on parle bien de startups qui vont produire des nouveaux produits, qui vont produire autrement, qui vont recycler, qui vont décarboner l'industrie. Et donc, pour nous, dans le cadre aussi de notre action en soutien aux politiques nationales comme les stratégies nationales d'accélération, nous sommes très présents sur ces sujets. Super. Et je crois d'ailleurs qu'en particulier, la SAT Pulsalis a développé un programme dédié à l'industrialisation. Alors, avec nos collègues, là, plutôt un programme régional, donc avec notre collègue de Grenoble et de Clermont-Ferrand, on a développé un programme qui s'appelle Manufactora, donc Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif est d'accompagner nos startups industrielles à aller plus vite vers les phases de pré-industrialisation, donc à avoir un parcours, une roadmap de développement technologique en prenant en compte le 360, c'est-à-dire l'ensemble des impacts que peut avoir cette nouvelle création d'activités sur le social, sur l'environnement, sur la logistique aussi et sur le foncier, qui sont des problématiques qui sont souvent dans les startups deep tech pas prises en compte dès le démarrage et deviennent des points bloquants et ralentissent la construction, par exemple, du premier démonstrateur ou de la première usine. Ok, super, merci. Et donc le CETIM, donc vous êtes un partenaire très important de ce village et plus largement du salon. Donc pourquoi s'être investi particulièrement sur ce village? Et je crois que c'est le fusion avec un de vos événements, vous allez nous en dire plus, et vous allez animer pendant tout le long des 4 jours sur ce village startup des confs flash. Dites-nous en plus. Alors là, effectivement, on a la totale. Le principe, en tout cas, de notre participation, c'est qu'un des rôles du CETIM, c'est de faire de l'intermédiation entre les entreprises de la mécanique et les startups. Ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent travailler ensemble, qu'elles puissent se connaître, qu'elles puissent échanger, et puis éventuellement de développer des solutions les unes pour les autres et d'avancer comme ça. Depuis plusieurs années, on organise ce qu'on appelle le Forum Innovation, qui est un événement où on invite les startups à venir présenter leurs solutions à des industriels qui viennent. Ça se passe généralement au CETIM. On a eu aussi une édition en ligne, enfin en virtuel. Et cette année, on s'est dit, mais le salon, c'est typiquement un lieu de rencontre entre les industriels et enfin les utilisateurs, les offreurs. Et donc c'est la place du forum. Donc on a décidé de venir organiser le forum innovation sur le salon et de s'insérer dans le village startup. Ok, super. Et donc, quelques thématiques abordées dans ces confs flash, par exemple? Alors, les confs flash, elles viennent pour me donner des informations aux industriels vraiment sur les points de transformation des entreprises vers ce qu'on appelle une transformation durable, enfin vers l'industrie du futur. On va avoir de l'économie circulaire, on va avoir de la numérisation, on va avoir des choses sur l'hydrogène, je crois. On a vraiment quantité de thématiques. C'est des thématiques qui sont développées au CETIM, où on a des experts. Et donc, l'idée, c'est de venir expliquer très rapidement aux industriels ce qu'ils peuvent trouver chez nous et quel intérêt ils auraient de travailler avec nous. Super, merci. Et donc Julie, pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui ça fait bien 1 an qu'on travaille sur ce projet, avoir mis l'accent sur ce village start-up et cette thématique des start-up notamment industrielles, quel est l'intérêt pour Global et les acteurs historiques qui sont présents jusqu'à présent à Global? Voilà, quels sont ton feedback? Eh bien, on est d'accord qu'aujourd'hui, Global Industries doit être global. Donc, présenter l'intégralité des acteurs qui permettent de créer, de fabriquer, d'assembler, de faire les finitions et bien évidemment ensuite de proposer l'ensemble des services
tout ça avec toute la chaîne de valeur. Et quand on regarde l'ensemble des acteurs, on sait que la pépite, le poumon, j'allais dire le vivier de l'innovation du salon, ça passe aussi énormément par les startups. On connaît la difficulté aujourd'hui de créer une entreprise. On sait combien être une start-up aujourd'hui, c'est un défi pour continuer à exister dans le paysage demain. Et on sait aussi que c'est finalement peut-être tous ces laboratoires externalisés, peut-être tous ces labos d'études qu'on n'arrive pas des fois à développer dans les entreprises et que des entrepreneurs osent faire. C'est vraiment l'audace de l'innovation et de la création qui les porte. Et je pense qu'un salon comme Global Industries ne peut pas faire l'impasse sur cette véritable vitrine. Donc pour moi, c'est central. Et pourquoi c'est important aussi qu'on les valorise, ces startups? Parce qu'un salon, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un tremplin. Et il y a énormément aujourd'hui besoin de connecter l'ensemble des acteurs de l'industrie. Et l'événement qu'on propose sur 4 jours, il est, j'allais dire, un atout supplémentaire pour favoriser de façon très accélérée l'ensemble de ces liens et de favoriser les partenariats industriels. Et Global Industries, c'est 1 an sur 2 entre Paris et Lyon. Pourquoi avoir fait ce choix d'aller dans ce qu'on appelle la province, les territoires? Qu'est-ce que cela apporte à Global Industries? Alors moi, en tant que provinciale, je ne peux que défendre les territoires et il n'y a pas d'industrie sans les territoires, donc il faut développer l'industrie partout en France. Très clairement, pourquoi? Parce qu'il y a une position stratégique et il y a véritablement 2 grands territoires industriels en France. Paris rayonne au niveau international, soyons clairs, mais Lyon aussi est très stratégique au niveau de l'implantation par rapport à l'Europe. Donc aujourd'hui, on privilégie cette alternance parce qu'il y a une véritable richesse et variété dans les fonctions et donc dans les services aussi qu'on arrive à drainer et à capter dans un salon, même s'il est national, en ayant cette alternance de lieux. Donc on est sur une véritable complémentarité en termes de public que l'on vient rechercher. On a à peine 7% de visiteurs qui sont communs entre l'édition de Paris à Global Industries et l'édition de Lyon. Et on sait très bien, malgré tout, quand on veut aller chercher plutôt les acteurs, les hommes et les femmes du fer, j'allais dire, ceux qui peuvent se déplacer que sur une très courte durée, que la proximité est une favorité. Donc d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle on a privilégié et qu'on a conservé cette alternance entre Lyon et Paris. Ok, merci. Et parmi les startups que vous accompagnez au niveau national ou plus local, est-ce que vous avez justement cette dynamique, ce sujet de la territorialité, est-ce que vous avez identifié que par exemple dans le Grand Est, c'est surtout des startups orientées sur et que peut-être en Occitanie, c'est peut-être plus l'aéronautique, j'en sais rien. Est-ce que finalement les grands bassins industriels plutôt portés par les grands groupes se retrouvent dans ce que sont les startups industrielles? Sophie? Alors, moi, je peux apporter une réponse avec mon prisme. Donc, nous, on travaille avec les laboratoires académiques, avec la recherche publique. Cette recherche publique, elle travaille depuis toujours avec son bassin territorial. Donc, forcément, les laboratoires de recherche, ils sont façonnés en connexion avec les grands industriels d'un territoire. Typiquement, moi je suis sur le bassin Lyon-Saint-Étienne, il y a de la manufacture, il y a de la chimie, il y a beaucoup de santé, parce que l'industrie, elle est là et que dans les collaborations, elle va recruter des thésards, elle va financer des projets de collaboration et donc les laboratoires, ils vont se développer. En tout cas, c'est une clé de lecture, mais c'est pas l'unique. Et bien entendu, on peut découvrir des choses atypiques sur un bassin qui ne sont pas spécifiques. Mais en tout cas, quand ça vient de la recherche publique, c'est façonné par les laboratoires qui sont en place. Voilà. Et au CETIM ? Oui, mais il y a toujours une notion d'écosystème, évidemment. De toute façon, il y a des spécialités en fonction des territoires. Et du coup, les startups qui vont proposer ou qui vont se développer dans certains domaines vont être peut-être localisées. Maintenant, avec la numérisation, la beauté, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à Paris pour se développer. On peut être là où on veut et on voit qu'on a des startups qui sont bretonnes, on a des gens qui sont dans le sud-ouest, qui sont vers Biarritz, il y en a qui sont dans le sud de la France, il y en a qui sont en région Aura et ça marche plutôt bien. Donc en fait, il y a effectivement, dans le développement, la territorialité est intéressante. Maintenant, il n'y a pas une nécessité. Je pense que toutes ces jeunes pousses, elles veulent se déployer partout en France sans restriction. Oui, après j'ajouterais quand même que si on parle des startups industrielles, ce sont des startups capitalistiques qui vont avoir besoin de financement, de foncier. Le lien avec les collectivités territoriales est un point important sur ces startups-là parce qu'il y a aussi du réglementaire, donc il faut pouvoir avoir des expérimentations. Donc je pense que les territoires façonnent aussi les startups qui vont émerger sur ces territoires par cet écosystème, y compris avec les collectivités. Je
pense que ça, c'est un point important. Et ça, c'est un peu spécifique aussi des territoires. Quand je dis territoire, c'est par rapport à la région Île-de-France, qui finalement est beaucoup plus vaste et plurielle, et où il n'y a pas cette notion de proximité des écosystèmes. Voilà. Ok, super. Et donc, pour clôturer, sur ce village, pendant 4 jours, qu'est-ce qu'on va y retrouver, Julie ? Des pépites. J'allais dire, il y a énormément de diversité, hein. Jean-Sébastien le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on a la chance de toucher absolument tous les sujets. Je crois que là, les engagements forts des startups sont surtout autour du digital. Sont bien évidemment aussi des enjeux autour de la RSE, autour de la transition écologique, de la transition énergétique. On apporte énormément de solutions. Et cette variété et cette diversité, j'allais dire, il faut être curieux, il faut aller la découvrir. Moi, j'ai envie de faire plutôt le teaser, j'ai envie d'inviter l'ensemble de notre public à aller se promener. Surtout qu'en plus, on a fait les choses bien cette année. Ce collectif de partenaires, il nous permet aussi d'accompagner l'ensemble des industriels. On le disait tout à l'heure, des visites guidées sur des sujets, pouvoir aller à l'essentiel. Souvent, on n'ose pas aller sur un stand parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'entreprise développe. Donc là, j'allais dire, osez un petit peu et passez du temps et allez vous nourrir, allez vous inspirer dans cet espace parce que pour moi, c'est l'un des points névralgiques du salon. Je crois qu'on a des étudiants de quelle école qui sont là pour accompagner ? Oui, on a des étudiants l'INSA qui sont présents, en fait, l'INSA de Lyon qui sont là. Et je trouve qu'en plus, c'est hyper important parce que ça permet de faire toutes les passerelles. On parle des collectivités, on parle de l'académique, on parle de la recherche, on parle des jeunes et on parle bien évidemment des entrepreneurs. Et là, en fait, ces jeunes, on leur redonne aussi une place centrale. On a besoin d'attirer des jeunes dans l'industrie, on le dit, on le redit. Il y a 180 000 postes à pourvoir dans l'industrie. Merci aussi aux startups du coup de montrer qu'il y a cette vitalité en France. Et donc c'est vrai, ces jeunes, ils vont être là pour guider, pour accompagner et pour montrer aussi qu'ils sont engagés et que c'est une filière d'avenir, tout simplement. Super. Sophie, tu voulais réagir ? Non, enfin, je trouve que ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Hein. Peut-être, alors je présenterai demain une conférence autour de ça, c'est attirer plus de femmes. Ça reste quand même un salon assez masculin et je pense qu'il y a un enjeu aussi à attirer les femmes, les jeunes femmes vers ces métiers de l'industrie. Regardons les 3 femmes là. Oui. Mais voilà, je pense que ça c'est un point qui est important et c'est là aussi où le phénomène start-up, c'est un phénomène de transformation parce que dans une start-up tout est possible. Les codes ne sont pas les mêmes que dans une entreprise traditionnelle et c'est ce que vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure, c'est que la start-up c'est aussi un moyen d'open innovation pour les industries traditionnelles parce que ça va chercher d'autres ressorts et ces ressorts ils s'appuient sur des jeunes, sur d'autres publics et ce sont des ressorts de transformation et je pense que finalement on est autour de la transformation de notre industrie, on est devant des enjeux de transformation. Voilà. Colossaux. Écoutez, merci à tous les 3 d'être intervenus sur cette table ronde GI Chanel. Je vous invite donc tous à venir Place des Lumières à Eurexpo Lyon découvrir le village startup où plus d'une centaine de startups dont plus d'un quart sont des startups industrielles sont présentes pour vous accueillir et vous présenter leurs solutions pour digitaliser vos process, les rendre plus écologiques, plus performants. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, le collectif Startup Industrielle France, le CETIM, le réseau SAT, Start Industrie, la French Tech One Lyon Saint-Etienne et l'ensemble des partenaires du village. Merci à tous, bonne journée. Merci. Merci. Imaginez que demain, vous puissiez vendre vos pièces de maintenance dormantes à d'autres industriels, sans effort, gratuitement et en quelques semaines. C'est ce que je propose. Je suis Dominique Mercier, CEO de Keos, la plateforme digitale d'économie circulaire et de réemploi pour les pièces de maintenance industrielles. Nous sommes 14 docteurs, ingénieurs et cadres du numérique basés à Moirans, en Isère. Quel est le déclic qui m'a amené à concevoir cette solution? On estime à plusieurs milliards d'euros la valeur de ces stocks dormants en Europe. Et moi, j'ai vécu, au cours de mon parcours professionnel dans des grands groupes, ce problème de ne pas savoir quoi en faire, jusqu'à ce que quelqu'un décide de les détruire. Nous avons donc identifié et levé ces freins au réemploi. Quelle est notre solution? Nos algorithmes à base d'intelligence artificielle identifient en masse vos pièces de maintenance, puis génèrent automatiquement des annonces qui sont publiées sur différentes marketplaces, donc Kios Market, eBay, Amazon Business, mais aussi sur les plateformes d'achat de grands groupes industriels, comme Michelin par exemple. Lorsqu'une pièce est vendue, nous passons commande, il vous suffit de remettre le colis à notre transporteur. Remettre dans le circuit ces pièces, le plus souvent jamais utilisées, plutôt que de les détruire,
c'est sauver 7 millions de pièces qui ont mobilisé 3,5 millions de tonnes de matière pour les fabriquer, mais c'est aussi réduire les arrêts de production et prolonger la vie des équipements de plusieurs années. Parmi les industriels qui contribuent à la plateforme, en achetant ou en vendant, citons Michelin, EDF, Stellantis, Valeo, Sanofi, Philippe Morris, Saint-Gobain et bien d'autres de différents secteurs d'activité. Vous aussi, vous pouvez franchir le pas et privilégier les achats de seconde main pour vos besoins en pièces de maintenance. Rejoignez dès aujourd'hui la communauté Keos pour l'économie circulaire et le réemploi à grande échelle. C'est parti, bonjour. Donc, bienvenue, je suis avec Laurent. Laurent, un petit mot pour se présenter. Bonjour, je suis Laurent Bally, le président du réseau des SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Un petit mot du coup pour présenter ce qu'est le réseau SAT et la finalité du réseau SAT. Alors, le réseau SAT, c'est le réseau qui fédère les sociétés d'accélération de transfert de technologie à l'échelle nationale. C'est un dispositif issu du plan d'investissement d'avenir. Et l'ensemble de ces 13 SAT sur le territoire national donc, sont répartis sur l'ensemble des régions et ont pour rôle d'accompagner le transfert de technologies depuis la recherche publique en direction du monde socio-économique. Donc comme ça pour répondre aux besoins du monde industriel. Ça nous permet de mettre en relation en fait plus de 150 000 chercheurs en France avec l'ensemble des entreprises, mais aussi associations, collectivités du monde socio-économique français. J'ai entendu le mot industriel, on est sur Global Industrie. Pourquoi les SAT et le réseau des SAT viennent sur Global Industrie? Alors, on vient sur Global Industrie parce que, comme je vous le disais, en fait, on est au service du développement industriel français, que ce soit auprès des startups, que ce soit auprès des PME, TPE, PME, des ETI et des grands groupes. On travaille dans la droite lignée du plan France 2030, qui vise à la transformation durable des secteurs clés de l'économie. Et à ce titre, nous sommes un des acteurs majeurs. Alors, comment? Parce qu'on met sur le marché, en fait, les SAT sont des acteurs de première ligne. On accompagne sur le marché les technologies issues de la recherche publique. On parlait d'enjeux d'innovation, du coup, des entreprises industrielles. Via quel outil concret ou quel vecteur? On parle de transfert de technologie, par exemple? Alors, en fait, si je détaille un peu plus notre rôle part vraiment depuis le laboratoire, depuis la détection dans les laboratoires, détection des inventions. Et ensuite, on va accompagner tout un processus qui va faire grandir la technologie par du financement. On va le protéger, donc toute la protection intellectuelle des projets innovants. On va investir dans ces projets innovants pour les développer et les rendre attractifs pour le tissu industriel. Et enfin, on va commercialiser ces innovations. Donc c'est cette partie de commercialisation dont on entend assez souvent parler sous le terme de transfert de technologie, qui consiste donc à transférer ces licences. Si les travaux ne sont pas immédiatement exploitables, il semble qu'il y ait aussi des solutions pour l'entreprise pour pouvoir les adapter à sa main. Oui, alors effectivement, le transfert de technologie, c'est le cœur de notre métier. On peut le faire par la détection, ce qu'on fait le plus régulièrement, et faire grandir donc ces technologies, mais on le fait aussi au travers du co-développement avec des entreprises. C'est-à-dire que là, on va partir très tôt, on va analyser en fait le besoin de l'industriel, et on va travailler avec les laboratoires de recherche publique à co-développer la technologie dont il a besoin. Donc ça fait partie de nos activités. Puis après, au-delà de ça, on a tout un service, un panel de services de prestations, notamment tout un travail de scouting à l'échelle nationale pour le compte des entreprises. Et on va jusqu'à faire des diagnostics deep tech au sein des entreprises pour vraiment analyser finement leurs besoins. Et après, derrière, il y a tout un panel aussi de services en lien avec les jeunes docteurs et bien d'autres.
Donc si je résume, 13 SAT sur le territoire français qui vont pouvoir proposer soit de la technologie prête, entre guillemets, transfert technologie, soit qu'on va pouvoir accompagner avec de la co-maturation, du co-développement ou des programmes adaptés à leurs besoins. Et puis aussi un service d'accompagnement et de recherche, si j'ai bien retenu, qu'on appelle le scouting. Comment du coup on accède, on active et on entre en contact avec les SAT? Comment vous avez simplifié, fluidifié cet accès? Alors depuis 2022, nous avons créé une direction des partenariats industriels au sein du réseau. Donc sur des filières technologiques spécifiques, nous avons les Numtech, nous avons les Green Tech, nous avons les biotechnologies et les MedTech. Et donc l'idée est de faciliter l'identification des solutions en réponse aux besoins des industriels. Et donc on a vraiment des spécialistes, cœur de métier par filière, qui vont pouvoir capter le catalogue des technologies dont nous disposons sur l'ensemble du réseau des SAT, qui est assez conséquent, puisqu'on a déposé plus de 3000 brevets depuis 10 ans. Donc on a un catalogue assez conséquent de technologies disponibles. Et donc ces spécialistes sur ces 4 filières-là vont pouvoir accompagner les industriels qui ont des besoins en technologie et leur faire découvrir l'ensemble de ces innovations. Donc une équipe des technologies, plutôt sur le volet transfert de technologie. On parle aussi beaucoup de start-up industrielles, notamment sur un salon comme celui-là. Quelle est l'action du réseau SAT sur on va dire l'émergence de ces start-up industrielles? Alors, pour les startups industrielles, ça va être le même process en fait que pour les autres types d'entreprises. Par contre, on va avoir un regard encore plus précis puisqu'on est en capacité, au-delà du simple transfert de technologie, de les accompagner tout au long du cycle de vie de la startup. Donc, c'est-à-dire vraiment depuis l'amont, la création, la sécurisation du business model, la définition du schéma industriel, jusqu'à l'aval, c'est faciliter leur accès au marché, les aider aussi, les accompagner à trouver des financeurs, à recruter aussi des board members, mais aussi des collaborateurs. On a tout un programme, on a à l'échelle des 13 SAT, il y a 9 programmes à l'échelle nationale à destination des jeunes docteurs et des doctorants. Et puis, on va avoir aussi des actions qui sont en train de se développer à l'attention des femmes entrepreneurs pour essayer de booster, de dynamiser dans le secteur des technologies de pointe. C'est assez édifiant. Déjà dans la recherche publique, vous n'avez que 35-40% de femmes, plutôt 35% de femmes qui font de la recherche dans les deep tech. Mais lorsqu'on bascule en création d'entreprise, c'est encore moins. Donc on va essayer de booster dans les années qui viennent cet aspect-là aussi. J'ai vu que vous aviez dans les mains un petit livret qui, me semble-t-il, résume la partie présence du réseau SAT sur le salon. Donc à la fois des technologies qui sont présentées par une direction commerciale, une direction des partenariats industriels, aussi des startups. Du coup, on en parlait, 9 startups qui sont présentes sur le village de startups qui est juste à côté. Donc qui sont toutes des startups issues de travaux de recherche, donc avec des jeunes doctorants assez souvent dans l'équipe de direction. Au-delà de cette action sur Global Industry, si on fait un petit peu de teasing, il me semble qu'on a aussi quelque chose qui est prévu pour jeudi, qui est un petit peu plus innovant et qui donne du coup une hauteur de vue aussi sur ce secteur. Alors, vous avez évoqué déjà le book des technologies, donc je me permets d'y revenir une minute, parce que on a pris la peine, en fait. Je vous disais, plus de 3000 brevets. On a accompagné 750 startups dans leur création. Et aujourd'hui, sur ce salon, on est fiers d'en présenter quelques-unes, quelques technologies de notre panel, quelques startups qui sont sur le stand du village des startups. Donc vous les retrouvez dans ce book, effectivement, vous pouvez prendre contact avec. Ça vous donne aussi la relation avec l'ensemble des SAT. Et puis, avant d'en venir à ce que vous évoquiez, je voulais souligner, là, ma présence sur cette discussion, mais nous allons animer 3 tables rondes durant ce salon. Cet après-midi, vous avez une table ronde à 15h45 animée par Vincent Lamande s'appuyer sur une SAT pour financer le développement de la start-up Deep Tech.
Ça va concerner directement toutes les startups deep tech, comment elles peuvent financer leur développement et en étant accompagnées par un programme de type SAT. Demain, pour illustrer ce que j'évoquais sur les femmes dans l'entrepreneuriat, vous avez Sophie Julien qui va animer une table ronde à 14h sur stimuler et accompagner les chercheuses vers l'entrepreneuriat et amener des retours d'expérience et des témoignages. Et puis une table ronde jeudi sur les startups industrielles, passer du labo au premier site pilote industriel avec François Hédé. Et donc, vous évoquiez un deuxième ouvrage que nous allons publier. Alors c'est un petit spoil, hein, puisque cet ouvrage il ne sera remis et il ne sera présenté que jeudi. C'est le deuxième baromètre de l'innovation industrie. On avait fait le premier déjà l'année dernière. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver dans ce baromètre en fait tout un ensemble d'informations sur l'innovation, les niveaux de maturité des innovations, les enjeux de l'innovation, comment prioriser avec une innovation. Et vous aurez tous les résultats à l'échelle française. Ce baromètre a été réalisé sur la base d'une enquête sur l'ensemble des participants au salon l'année dernière, plus de 40 000 participants et plus de 4 000 entreprises. On n'en dit pas plus pour le moment. Rendez-vous jeudi matin du coup pour avoir accès aux documents, aux détails et aux résultats de l'enquête qui est un peu la voix des exposants et des visiteurs de ce salon. Un dernier mot, parce que l'actualité est riche pour le réseau SAT sur cet événement de Global Industry. C'est également jeudi la communication des résultats d'un appel à projet, appel à manifestation d'intérêt, qui a été conduit avec l'ADEME. Oui, tout à fait. Alors, on a réalisé un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt sur le thème de la résilience énergétique. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous. En tout cas, on y est tous sensibles, en partenariat avec l'ADEME. Et cet appel à projet a pour but de financer, d'accompagner des projets à fort potentiel de développement économique dans les domaines de l'énergie principalement. Donc ça s'inscrit pleinement dans les stratégies de France 2030. Et donc, comme vous le disiez, les résultats vont se publier prochainement. Et puis, je pense qu'il faut aussi rappeler notre dynamique et nos actions, notamment cette année avec, en fin d'année, la réalisation du Deep Tech Connect. Et puis, le succès qu'on a eu en décembre dernier du Deep Tech Meeting, donc Deep Tech Connect, qui se fait au Carreau du Temple et qui est à destination des startups, là aussi. Et le Deep Tech Meeting qu'on a fait au mois de décembre dernier, qui a été un grand succès, parce que c'est une autre façon de voir les salons. C'est un salon 100% digital qui avait réuni plus de 600 participants. Et donc sur ce type d'événement, l'occasion d'avoir une présentation, un rendez-vous dédié avec le représentant de la technologie pour présenter ces événements. Peut-être un dernier mot sur des perspectives 2023 pour le réseau SAT en termes d'enjeux, de contribution aux stratégies France 2030. On a parlé d'appel à projets, de financement et d'aide. Oui, alors les SAT en fait sont arrivés à la fin d'un premier cycle et 2023 c'est l'année où on démarre le suivant, le deuxième. Ce deuxième cycle qui va être résolument tourné sur France 2030, sur cette volonté forte qu'a le gouvernement à la fois sur l'axe des deep tech et de la création des startups deep tech. On s'inscrit pleinement dans cette dimension de la croissance et d'essayer d'atteindre l'objectif des 500 deep tech créés par an. Et on pense qu'on n'en est plus très loin. Rien qu'à l'échelle du réseau des SAT, c'est plus de 80 startups qui ont été créées sur l'année dernière. On a une croissance de plus de 20% chaque année. Donc avec nos autres partenaires, les autres OTT partenaires des SAT, on va l'atteindre cet objectif des 500. Et puis il y a l'enjeu donc France 2030. Et puis ça a été évoqué dans cet enjeu-là, la French Fab, avec la réindustrialisation de tout le tissu industriel français et redonner vraiment de la force et de la puissance industrielle à la France. Et les SAT en sont un acteur majeur par les technologies qu'elles apportent. Donc c'est un grand enjeu. Et encore le troisième enjeu, ça va être sur cette organisation territoriale, puisque je représente le réseau des SAT. Ça donne une énorme visibilité nationale qui nous est enviée d'ailleurs en Europe par les autres offices de transfert de technologie européens. Mais avant tout, on est résolument tourné de manière très locale auprès des acteurs de la recherche publique
sur nos territoires. Et donc à ce titre-là, on va être un des acteurs majeurs de la création des PUI, des pôles universitaires d'innovation. Laurent, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés au terme du créneau d'échange de 15 minutes. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci beaucoup. Imaginez que demain, vous puissiez, juste en claquant des doigts, obtenir ce fameux logiciel qui vous permettra de gagner 1 heure par jour. Eh bien, c'est à peu près ce que propose la solution Flexio. Je suis Julien Brugère, président et fondateur de la société Flexio. Flexio est un éditeur de logiciels fondé en 2016 à Besançon et nous sommes aujourd'hui 16 personnes au service de nos clients. Quel a été le déclic ? Eh bien, pendant 10 ans, j'ai développé des solutions avec ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Écriture de cahier des charges, utilisation de développeurs, graphistes. Et avec mes clients, je me suis rendu compte depuis ces dernières années que c'était plus possible, c'était plus adapté, c'était pas assez évolutif, pas assez agile pour les entreprises d'aujourd'hui. Quelle est la solution ? Eh bien, proposer une approche totalement différente, une approche no-code. Le principe du no-code, c'est de permettre à des industriels qui ne sont pas informaticiens de pouvoir créer et adapter eux-mêmes des applications totalement sur mesure. Pour ça, on utilise des interfaces visuelles qui leur permettent de glisser-déposer des éléments, de remplir des formulaires pour créer eux-mêmes leurs applications. Avec Flexio, on peut en quelques jours concevoir des applications totalement sur mesure et en plus, on implique les équipes dans des projets agiles. Nos clients ont déjà créé des centaines d'applications métiers totalement sur mesure pour gérer du suivi de production, de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, du suivi de maintenance et même de l'administratif. Avec Flexio, on peut créer des applications web, mobiles, déclencher des alertes, connecter des machines, envoyer des rapports et tout ça sans écrire une seule ligne de code. Vous l'aurez compris, je n'aurai pas le temps de vous expliquer toutes les fonctionnalités de notre application dans cette courte vidéo. Alors je vous invite à vous connecter sur notre site internet www.flexio.fr et à nous contacter pour échanger sur vos besoins.